peut-être déjà fait ça, faire chanter un verre à vin. Lorsqu'on passe notre doigt sur le rebord du verre, le verre va résonner puis va faire du bruit. Le verre, typiquement, on va mettre de l'eau ou du vin dedans et puis on en met plus ou moins. Et selon qu'on en met plus ou moins, il ne fera pas le même bruit. Donc, il va résonner avec une fréquence différente. Et donc, qu'est-ce qui fait que la fréquence va être différente? C'est la masse ajoutée. C'est qu'il y a du liquide dans le verre qui va devoir vibrer avec le verre et plus il va y avoir de liquide dedans, mais plus il va y avoir de masse qui va devoir vibrer avec le verre. Donc, ça va avoir tendance à faire diminuer la fréquence. Donc, on peut schématiser la vibration du verre à vin comme ça ici. Donc, on a un verre qui est initialement circulaire. Donc, on va en faire une grossière approximation. Ici, on va juste considérer la section d'un contenant circulaire qui va s'ovaliser. Et donc, on va considérer des coordonnées polaires en R et θ. Et puis, ce qu'on va dire, c'est qu'on a un cercle de rayon A et on va considérer le déplacement W en fonction de θ et en fonction du temps. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va considérer un déplacement W qui est très faible. Hein? Lorsqu'on fait chanter notre verre à vin, on voit pas le verre qui ovalise avec très grande amplitude. C'est même imperceptible à l'œil nu. Donc, on va considérer des déplacements W très, très faibles. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est à venir évaluer la masse ajoutée du fluide à l'intérieur de notre contenant circulaire qui ovalise. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'évaluer les conditions limites. Donc, les conditions, ou la condition limite, en fait. Donc, ce qu'on a comme condition limite, c'est que sur la paroi de notre cylindre, il va falloir que le fluide ne puisse pas transpercer la paroi. Donc, on va avoir une condition d'imperméabilité ou de non-pénétration. Et on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on va considérer, c'est un déplacement W très, très faible par rapport au rayon. Et donc, effectivement, le cylindre, lorsqu'il va ovaliser, pour être mathématiquement rigoureux, il faudrait venir appliquer notre condition de non-pénétration à une position R qui vaut A, qui est le rayon, plus W. Sauf que, on n'en fera pas la démonstration ici, mais lorsqu'on considère que des petits déplacements W très faibles par rapport à A, on cherche en fait à obtenir une formulation linéaire. Et donc, dans ces conditions-là, on va être en mesure de venir appliquer notre condition sur la forme initiale de notre objet. Donc, notre condition limite, au lieu de l'appliquer à A plus W, on va tout simplement l'appliquer à R qui vaut A. Donc, à R qui vaut A, on va avoir que on a une condition d'imperméabilité. Donc, la vitesse radiale du fluide va être égale à la vitesse de la paroi de notre cylindre. Donc, la vitesse en R, la vitesse radiale, ça va être la dérivée W point, donc la dérivée du déplacement. Et puis, le déplacement, on a dit dans la question que ce serait Q point fois cos de 2θ. Donc, cos de 2θ, c'est cette forme-là d'ovalisation ici. Et Q point, c'est comme Q, c'est notre quantité modale, en fait. Donc, on peut voir, en fait, comme cos 2θ comme le mode de vibration de notre verre à vin. Et Q, c'est la quantité qui varie dans le temps, donc qui serait, par exemple, un sinus oméga t, qui ferait que notre ovalisation, elle fait gauche-droite, haut-bas. Donc, on aurait une ovalisation comme ça.
Donc, la condition limite qu'on va devoir appliquer, c'est que la vitesse radiale de l'écoulement doit être égale à W point, qui est Q point cos de 2θ. Ensuite, on veut venir définir le potentiel de vitesse dans notre fluide. Donc, on va avoir que le potentiel de vitesse donc, notre potentiel de vitesse, dans un cas comme ça, on va le chercher sous une forme phi qui va être une fonction du temps fois une fonction a de θ fois une fonction fois r à un exponentiel n. Donc, dans le fond, dans notre potentiel, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire la séparation des variables. On a un problème en coordonnées polaires r, θ, et puis qui dépend du temps aussi. Donc, notre phi de r, θ, t, on va l'exprimer comme trois fonctions qui se multiplient l'une l'autre. F de t, a de θ, r de n. Donc, f de t puis a de θ, c'est qu'a priori, on ne sait pas ce que c'est. Et R de n, mais ça, faut le savoir un peu par expérience. Donc, il faut avoir résolu des problèmes comme ça, où il faut fouiller dans des livres pour trouver les solutions aux équations, à l'équation de Laplace dans un domaine circulaire. Typiquement, ça a une forme en R à la puissance n. Donc, n, c'est quoi? C'est quelque chose qu'il va falloir trouver. Donc, si phi est donné par ça, ça veut dire que notre vitesse radiale, ça va être égal à la dérivée partielle de phi par rapport à r. Donc, c'est la définition de notre potentiel de vitesse. Sa dérivée par rapport à r, ça va être la vitesse radiale. Et donc, dans ce cas-ci, ben, on va avoir n fois f de t a θ r à la n-1. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire pour venir évaluer ça, ben, déjà, ça va être de la comparer avec notre condition limite. Donc, à R égale A, on a VR qui vaut ça ici. Donc, on peut tout simplement venir évaluer VR à R qui vaut A. Et donc, on va avoir N F de T A θ A petit a à la n-1. Et puis ça va être égal à Q cos de 2θ. Q point cos de 2θ. Donc, ce qu'on peut dire ici, donc la solution n'est pas unique, mais comme f puis a sont multipliés l'un par l'autre, on peut par exemple dire que f de t, ça va être Q point. Donc, Q point, on avait dit que c'était une fonction de temps. Donc, f de t, on va dire que c'est égal à Q point. Et puis, ce qu'on va dire aussi, c'est, donc, si f de t, c'est Q point, ben après ça, on va être capable de venir réexprimer, on va pouvoir se débarrasser de ces deux termes-là, puis on va avoir a de θ qui va être cos de 2θ sur n sur a à la n-1. Donc, on va avoir a de θ qui va être cos de 2θ sur n a à la n-1. Donc, on a évalué ça comme ça, ce qui veut dire que ça, on peut remettre, ces deux trucs-là, on peut remettre ça dans notre phi. Et donc, on trouve que phi, c'est égal à Q point. Et puis, après ça, on a A qui est ça sur R à la N. Donc, cos de 2θ sur N A à la N-1 fois R à la N. Donc, on a notre potentiel de vitesse ici.
Puis, dans le fond, ce qui nous reste à venir évaluer dans notre potentiel de vitesse, ça va être la valeur de n. Donc, on a utilisé notre condition limite. On avait deviné au départ qu'on aurait une forme en R à la n. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme information qu'on n'a pas utilisée? L'équation de Laplace. Il faut que notre potentiel de vitesse rencontre l'équation de Laplace. Donc ça, on va venir le substituer dedans. Donc, doit solutionner Laplace. Voilà. Donc, Laplace, c'est comme ça. Et donc, si on dérive 2 fois phi point par rapport à R, puis on multiplie par R, on va se retrouver avec n q point R à la n moins 2 sur A à la n moins 1 fois cos de 2θ. Puis on va avoir moins 4 q point. Donc ça va être le terme en dérivée en θ. R à la n moins 2 cos de 2θ sur n A à la n moins 1. Et donc Laplace, c'est ça, puis c'est égal à 0. Donc, on a des termes en cos 2θ ici et là. On a q point ici et là. On a r à la n moins 2 ici et là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, puis on va mettre ça en évidence. Donc, ce qu'on va avoir, en fait, si on réexprime ça ici, on va voir que 0 est égal à n moins 4 sur n fois q point r n moins 2 sur a n moins 1 cos de 2θ. Et donc, c'est pas ce truc-là qui est toujours nul. C'est ça ici qui doit être nul. Et donc, en fait, on a ça ici qui doit être nul. Donc, ça veut dire qu'on a n carré qui est égal à 4. Donc, il y a 2 solutions possibles. Une première, c'est que n est égal à 2. Puis, la deuxième, c'est que n est égal à moins 2. Laquelle est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on choisit n est égal à 2 ou n égale à moins 2? Remettons-la dans notre potentiel, par exemple. Donc, on a notre potentiel qui est en R à la n. Donc, si on a R, si on prend n qui vaut moins 2, à R égale A, ça marche. Par contre, si on va à R égale 0, c'est comme si on avait 1 sur R au carré. À R vaut 0, mais notre potentiel explose et n'est pas défini. Donc, ça ne marche pas, parce que dans notre domaine, à l'intérieur, au milieu de notre verre à vin, il faut que ce soit défini. Donc, le n-2, celle-là ne fonctionne pas. Pas défini à R égale 0. Donc, explose à R égale 0. Puis ici, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Dans le cadre du problème du verre à vin, on a notre domaine circulaire et puis on considère le fluide à l'intérieur du verre à vin et donc on choisit la solution en n égale 2. Par contre, si on avait un
confinement circulaire et puis le fluide était en dehors de notre cylindre, bien là, il faudrait choisir n égale 2 parce que avec n égale 2, bien, si on va à r tend vers l'infini, bien, cette solution-là explose. Alors qu'à n égale moins 2, lorsqu'on prend r qui va vers l'infini, bien là, ça marche. Donc, à l'intérieur du cylindre, on choisit n égale 2. À l'extérieur du cylindre, ce qui n'est pas le problème qu'on vient résoudre ici, là, on choisirait n qui vaut moins 2. Voilà. Donc, en prenant n vaut 2, puis en substituant dans notre q point ici, dans notre phi ici, pardon, on va trouver que phi va être égal à q point fois cos de 2θ sur 2a fois r au carré. Donc ça, c'est notre potentiel de vitesse pour le problème qui nous concerne ici. Donc, on a trouvé le potentiel de vitesse, mais nous, ici, on s'intéresse à la masse ajoutée. Donc, afin de trouver la masse ajoutée, il faut d'abord trouver la pression. Donc, allons trouver la pression. Et donc, pour trouver la pression, on va utiliser l'équation d'Euler. Et donc, notre équation d'Euler, elle a cette forme-là. On a d phi dt qui est égal à... pas qui est égal, mais plus p sur ρ plus 1,5 le gradient de phi au carré. Et puis tout ça, c'est égal à 0. Donc, si on prend phi, on le dérive par le temps, puis on prend phi, puis on le dérive en r, puis on le dérive en θ, puis on vient le mettre au carré ici, là-dedans. Ce qu'on trouve en isolant p sur ρ, c'est que p sur ρ est égal à moins q point r carré sur 2a cos de 2θ moins 1,5 q point carré r carré sur a carré. Ce qu'on va voir en fait en venant résoudre plusieurs problèmes de masse ajoutée comme ça, c'est que pour venir évaluer la pression qui va s'exercer sur notre objet pour en calculer la masse ajoutée, c'est qu'il n'y a toujours qu'un seul terme dans l'équation d'Euler qui va être important, c'est celui-ci, hein, c'est le d phi dt. Le 1,5 gradient de phi au carré, celui-là ne donnera jamais rien d'intéressant à cause du paradoxe de D'Alembert. Donc ça ici, ce terme-là donne jamais rien d'intéressant. Ici, on l'a ici, mais on va voir qu'il mène à rien. Donc, après coup, on a la pression. Donc là, on va chercher la masse ajoutée. Donc, ce qu'on va venir dire ici, c'est qu'on cherche une force inertielle, c'est-à-dire on a Q point fois une masse fluide. Et Q point on a dit que c'était la grandeur, l'amplitude de notre mode, en fait. Donc, on a Q point fois MF. MF, ça va être la masse ajoutée qui vient multiplier notre mode de vibration. Et donc, cette force inertielle-là, négatif fois Q point, mais ça va être le travail qui est fait par la force inertielle. Et ça va être égal à la pression, au travail qui est fait par le fluide sur la paroi de notre cylindre, de notre verre à vin. Donc ça ici,
ça va être égal à l'intégrale de 0 à 2π de la pression fluide évaluée à R qui vaut A fois W point, donc fois la vitesse de la paroi à A d θ. Et donc, ce truc-là ici, lorsqu'on vient substituer P, on prend ρ, on l'envoie de l'autre côté, puis on prend tout ça, puis on vient remplacer P dedans ici. Et puis W point, ben, c'est Q point cos de 2θ. On se retrouve en fait, je vais sauter on se retrouve en fait avec une intégrale de 0 à 2π de moins ρ Q point Q point fois A carré sur 2 fois cos de 2θ moins 1/2 ρ Q point au cube fois A cos de 2θ. Et tout ça fois dθ. Donc, lorsqu'on vient évaluer ça, en fait, ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on va intégrer notre cos de 2θ, ça va nous donner un sinus. Et donc, quand on va évaluer le sinus à 0 puis à 2π, ça va être la même chose. Donc, ce terme-là va donner 0. Alors que notre cos de 2θ, c'est cos carré de... C'est cos carré de 2θ. Cos carré de 2θ. Lorsqu'on vient évaluer notre cos carré de 2θ, ben dans le fond, on va se retrouver avec un θ sur 2, puis un autre terme en sinus de 4θ. Et donc, le terme en sinus nous mènera à rien, parce qu'en l'évaluant à 0 puis à 2π, ça va être la même chose. Par contre, notre terme en θ sur 2, c'est lui qui va nous donner quelque chose. Et donc, je vous laisse faire l'évaluation de ça. Mais ce qu'on va trouver, en fait, lorsqu'on va prendre Q point point puis Q point, puis qu'on va venir les simplifier de l'autre côté, le Q point point et le Q point vont se simplifier, puis on va se retrouver avec une masse fluide qui est égale à ρ A pi sur 2. Donc, la masse fluide qui va vibrer avec le verre à vin lorsqu'on le fait chanter, va être proportionnelle à la densité du fluide au rayon de notre verre fois pi sur 2. Donc, en fait, quand on va venir remplir plus ou moins notre verre, il va y avoir une masse qui va être plus ou moins grande. Là, après ça, ce qu'il faudrait faire pour être plus précis, ce serait de prendre en compte le fait que la forme modale du verre qui vibre, elle va varier du pied du verre jusqu'au col. Donc, l'amplitude va être plus grande vers le col que dans le milieu pour les modes les plus bas. Mais donc, ici, on voit qu'on en a plein notre tableau, juste à prendre la forme modale en 2D. Et donc, voici la masse ajoutée du cylindre qui vibre et qui ovalise.